l'histoire de l'immigration française, les Arméniens occupent une place à part. Durant 70-80 ans, ils ont vécu dans une totale discrétion, acharnés au travail. Pressé de s'intégrer, ce peuple européen d'Orient, chrétien d'Orient, a su toutefois conserver son identité sur le plan culturel et religieux. À la Seine, les familles d'origine arménienne sont connues, reconnues, appréciées et surtout très bien intégrées à la vie de la ville. Nous les savions porteuses d'une mémoire, d'un passé douloureux, d'une culture riche. Tout cela nous a donné envie d'aller à leur rencontre pour leur donner la parole et ainsi mieux connaître et mieux comprendre leur culture. À travers leurs témoignages, c'est d'abord l'épisode du génocide et de ses conséquences qui revient, puis la volonté d'intégration et enfin la transmission aux nouvelles générations de ce que l'on appelle aujourd'hui l'arménité qui sont exprimées. C'est à l'occasion du recensement de 1926 que l'on commence à la Seine à voir apparaître la mention de quelques personnes arméniennes. La Seine comptait à ce moment-là 5536 étrangers, parmi lesquels seulement 135 Arméniens. Les Arméniens sont donc une infime minorité dans la population étrangère. C'est une population exilée et pas immigrée. Il n'y avait pas d'Arméniens lors du précédent recensement en 1921. Ils sont donc arrivés entre 1921 et 1926, exilés à la suite des massacres qui ont eu lieu en Anatolie en 1915. Tout le village, tous les hommes, tous les gens valides du village de mon père ont été mobilisés, c'est ce qui permet aux Turcs de dire que c'était la guerre, ont été mobilisés, mais comment on peut dire qu'on est mobilisé alors que les Turcs n'avaient ni armement à leur donner, ni vêtements à leur donner? Comment vous pouvez dire on mobilise des troupes parce que c'est la guerre, alors qu'ils n'avaient rien à leur donner? En fait, l'objectif principal, c'était de prendre les forces vives des Arméniens et de les tuer. D'ailleurs, la commémoration du massacre des Arméniens, le 24 avril de chaque année, c'est symbolique. C'est symbolique parce que c'est le 24 avril, c'est le jour où les gendarmes ottomans ont arrêté tous les intellectuels de Constantinople. On a dit qu'il fallait rassembler toutes les familles arméniennes pour les déplacer. C'était pour les déplacer, pour les recenser. On ne sait pas où. Donc, ma grand-mère ayant entendu parler de certaines choses, parce que ça s'est passé de ville en ville, de village en village, de région en région, donc si vous voulez, il y avait des bruits qui couraient. La déportation, c'est ce qui a coûté le plus de vie humaine chez les Arméniens, c'est ce qui a massacré le plus, non seulement par la faim, la soif, la maladie, mais aussi par les massacres qui ont été perpétrés par les troupes, les hordes kurdes. Ma grand-mère, elle a traversé les montagnes, les sentiers, les desserts. En route, elle a abandonné beaucoup de choses. À mesure, les familles faisaient ça. Elles partaient bien chargées, bien, vous voyez. Et puis, bon, ils passaient par des endroits où la charrette ne passait plus, la voiture ne passait plus. On gardait le cheval. Et puis après, le cheval, bon, contre ceci, contre cela, on a changé le cheval. Et peu à peu, on avait un peu d'argent, un peu de pièces en or, parce que c'était pièces en or, hein, et il y avait des pièces. Peu à peu, ils n'ont plus rien. Plus ni argent, ni vêtements, ni ustensiles de cuisine, plus rien. Et ma grand-mère était toujours à la recherche de dons, de nourriture. Un jour, elle est arrivée à un endroit. Un sommet. Il y avait une falaise parce que elle a pu trouver ni sa belle-mère ni sa petite fille. Elle a compris qu'on les avait balancés en bas, quoi. Et ma grand-mère s'appelait Martha et son petit frère s'appelait Ardachès. Et elle m'a toujours dit que sa maman voulait les cacher. Au départ, elle les avait cachés dans le four à pain. Elle les avait cachés, mais ils se sont sauvés ou ils ont été trouvés, enfin bref. Alors, ils étaient partis en exode avec leur mère, ils ne voulaient pas se séparer de leur mère. Et sur le chemin, en étant déportés, il y avait des Turcs qui venaient chercher les enfants.
Alors certains, la plupart c'était pour avoir de la main-d'œuvre bon marché, hein, des petits esclaves, hein, voilà. Bon, alors sa mère, donc mon arrière-grand-mère, a dit à sa fille, écoute, si un Turc vient te chercher, un qu'elle connaissait vaguement, je sais pas, il faut que tu ailles chez lui, il faut que tu y ailles, parce que au moins vous resterez chez eux. Et elle a dit, nous on part, mais on ne sait pas on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas quand on va revenir. Ils ne savaient pas en fait ce qui allait leur arriver au début. Hein. Alors ma grand-mère plusieurs fois s'est sauvée, est revenue sur le chemin de la déportation. Elle suivait sa mère. Et sa mère, pour s'en débarrasser, il paraît qu'elle lui avait dit, mais je t'aime plus, de toute façon je ne te veux plus, va-t'en, elle lui a dit. Et sa mère, malgré tout, elle a sauvé ses 2 enfants. Elle en a sauvé 2. Oui, oui. Et ma grand-mère n'a pas été séparée de son petit frère, parce qu'elle a toujours dit, tous les soirs, elle disait, je racontais à mon petit frère, tu t'appelles Ardachès Mikaélian, je m'appelle Martha Mikaélian, notre famille, c'est la famille de Manouk et Mania Mikaélian, ne l'oublie jamais, on est arménien, on n'est pas turc. Et tous les soirs, elle lui faisait la leçon à son petit frère, qui lui a 3 ans, il ne s'en rappelait pas, il ne se rappelle de rien. Elle a entretenu la mémoire. Et quand ils ont été placés en orphelinat, elle a pu dire son nom et tout. Ma mère, elle a été déportée, comme beaucoup d'Arméniens, avec toute sa famille, qui représente à peu près une dizaine de personnes. Ils ont été tous massacrés en route. Chacun, ils ont leur histoire aussi. Pas exactement pareil, mais massacrés quand même. Les histoires sont, pour ceux qui sont... Oui, parce que c'est un peu différent. Parce Un que petit peu différent. Néanmoins, quand on écoutait les anciens, ils disaient la même chose. À la préfecture d'Alep, il a été précédemment communiqué que le gouvernement a décidé d'exterminer entièrement les Arméniens habitant en Turquie. Sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes, quelque tragiques que puissent être les moyens d'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. 15 septembre 1915, le ministre de l'Intérieur, Talat. Les 135 personnes qui vivent à la Seine en 1926 sont des survivants du génocide, comme tous ceux qui s'installent à Marseille à partir de 1922. D'où viennent-ils ? Ils viennent d'une région qui n'a rien à voir avec l'Arménie actuelle, qui au moment du génocide est un territoire russe. La plupart des rescapés viennent d'Anatolie et de la région de Constantinople, de vilayets qui ont subi le génocide. Là-bas, ils étaient pour la plupart agriculteurs, quelques-uns artisans. Alors, ma grand-mère, ils avaient des propriétés avec chevaux, vous savez, c'était pas des paysans, mais bon, ils avaient tous des terres, des maisons. Mon grand-père travaillait le fer. Mon grand-père et son frère avaient une affaire de mécanique. Le spécialiste, c'était mon grand-père. Si vous voulez, il n'avait pas fait d'école d'ingénieur, mais il était mécanicien, oui, il savait tout faire. Moi, j'ai eu la chance de connaître mes grands-parents, parce que du côté de ma mère, parce qu'ils étaient originaires de Constantinople, c'est-à-dire Istanbul, quoi. Donc, en étant là-bas, ils ont été un peu protégés parce qu'ils étaient dans une grande ville. Ils faisaient paysans, ils faisaient de tout, le fromage. Ouais, les miens, ils étaient artisans. Ils faisaient le blé, ils avaient ils faisaient un peu de tout. Alors mon père, il avait été se cacher à la montagne. Ah oui. Pendant le génocide, pendant qu'il y a eu le massacre, il était parti, il s'est caché là-bas, il trouvait à manger, enfin il s'est débrouillé. Et quand ça s'est calmé, qu'ils n'avaient plus le droit de tuer, il est descendu. Certains avaient fui avec l'idée d'aller très loin. Cependant, ceux qui choisissent la France sont nombreux. Leur problème, c'était de survivre. Moi, je connais 2 frères ou des frères qui n'ont pas le même nom de famille. L'essentiel pour eux, c'était de survivre. Ils se foutaient pas mal de savoir si c'était Capican, eux, il fallait survivre, voilà. L'essentiel pour eux, c'est d'avoir des papiers pour partir, pour venir en France, pour partir, pour aller dans tel ou tel pays, aux États-Unis, n'importe où. Et ensuite, son idée, c'était de partir en Uruguay. Alors, ne me demandez pas pourquoi l'Uruguay, j'en sais rien.
Pour lui, la France, c'était la liberté, les droits de l'homme et tout ça. L'Uruguay, c'était l'espace, la liberté. Et comme il était quand même issu d'une famille de paysans des montagnes, il voyait là la nature en grand, quoi, vous voyez. Eh bien, il est parti au début du siècle, en 1900. Il a dû partir en 1900 parce qu'il y a eu un premier massacre d'Arméniens en 1894 ou 95. Le gouvernement turc, pendant 3 jours, a donné l'ordre de massacrer des Arméniens. Pendant 3 jours, il y a eu des pogroms et des exactions. Alors, eux, voyant ça, ont décidé de partir. Ils sont partis avec plusieurs cousins, des oncles, plusieurs hommes de la famille. Ils ont laissé leurs femmes et leurs enfants et ils sont partis en espérant les faire revenir. Malheureusement, le génocide s'est déclaré. Et mon arrière-grand-père a perdu sa femme et il avait 4 enfants, il en a perdu 3. Le seul survivant, c'est mon grand-père, qui devait avoir 14 ans, 15 ans pendant les massacres. Il s'est caché, il a été dans la forêt, il s'est caché. Et quand ils sont arrivés à Marseille, ils ont vécu à un hôtel meublé 1 an. Mais ils étaient venus en transit à Marseille. Mon oncle faisait tout ce qu'il fallait parce qu'il était à Détroit, où il y a l'usine d'automobile. Voilà, il devait travailler par là avec ce qu'il avait appris. Voyez. Donc, il avait logement et tout, il les attendait tous à Détroit. Et maman me dit, pendant 1 an, passé, un hôtel meublé, tout ce monde, la famille de son gendre, de sa fille aînée, eux, ils étaient 3, 4, et la grand-mère et 2, ça fait 5, et la dame, ça fait 6, ça fait 6. 7, ils étaient 7. Tous en hôtel meublé, alors je sais pas combien de pièces il avait loué. Toutes les affaires chez le garde-meuble, les tapis, les bassines, tout. Les ustensiles. Et ils allaient régulièrement au consulat des USA pour le visa. Le quota. Ils n'ont jamais pu avoir ce quota. Alors donc, un beau jour, mon grand-père a dit, bon ben ça va, j'ai compris, on ne part plus. Moi, je vais acheter une maison, avant qu'il ne me reste plus rien. Hein. Ils ont acheté une maison au 4 boulevard Ferraud, à Marseille. Mon père, quand il est venu en France, c'est un choix délibéré qu'il avait fait, parce qu'il avait le choix d'aller en Amérique, ou de venir en France. Comme il était dans un orphelinat américain, ça lui était facile, d'autant plus qu'il avait commencé à apprendre l'anglais. Il ne connaissait pas le français. Mais les références de l'histoire et de la littérature en particulier de Victor Hugo, ce sont des références qui l'ont marqué, qui ont fait que pour lui, il ne pouvait pas y avoir d'autre pays que la France. Alors les jeunes gens qui étaient d'origine arménienne ou autre, hein, parce que les Grecs ils subissaient le même sort que nous, et ils s'expatriaient avant d'être mobilisés dans l'armée, ce qui fait qu'ils venaient à Marseille la plupart du temps. C'est le port de tous les exilés là. Et de Marseille, ils allaient là où on demandait de la main-d'œuvre. Et ici, il y avait une demande assez forte. Avec les chantiers. Voilà. Les Tout le monde chantiers, travaille au la chantier. Ciotat, la Seine, énormément. On ne pouvait pas aller à l'Arsenal, ça c'était pas possible, il fallait être français de souche. Dès novembre 1922, les premiers réfugiés arrivent. D'après Raymond Kevorkian, entre 1922 et 1926, ils sont 58 000 en France. Dans les orphelinats, les jeunes dès 16 ans peuvent partir munis du passeport Nansen, sur lequel figure la mention « Retour interdit ». Et des parents qui étaient arméniens, mais considérés comme des apatrides. Et cette reconnaissance a été faite par le passeport Nansen, qui a permis à tous les réfugiés, tous les descendants, toutes les victimes des massacres à ce moment-là, d'être pris en charge avec un contrat de travail par les différents employeurs qui sont venus les chercher, en particulier au Liban, où se trouvaient réfugiés tous ces enfants
dans des orphelinats, et en particulier des orphelinats américains. Mon père était dans un orphelinat américain. Monsieur Nansen, il s'est préoccupé des premiers déplacés, des personnes déplacées. Et c'était notre cas, nous les Arméniens. Ils ont créé un passeport spécial. Nous étions donc des protégés français en France. Ils sont descendus à France, à Marseille, et puis après, pour avoir les papiers, c'était toute une histoire. Alors, là aussi, il y a un Français, un soldat français, pendant la guerre de 14, il avait été prisonnier aussi. Et les Arméniens, il avait bien aidé aussi. Alors, ce type-là, il était dirigeant d'une fonderie dans l'Ardèche. Alors, les Arméniens qui n'avaient pas des papiers, il fallait qu'ils aient un certificat de travail, comme quoi on voulait les embaucher. Et ce type-là, il suffit que vous disiez Arménien, viens, il dit je te donne le certificat. Il faisait des certificats. D'autres arrivaient sans savoir ce qu'ils allaient devenir, sans rien, ou encore avec de l'argent. Alors, eh bien, écoutez, si vous avez vu le film Maïrig, d'Henri Verneuil, ils sont arrivés comme ça. Ma mère me raconte, et ma grand-mère aussi, que mon grand-père avait un gros baluchon sur le dos, un tapis kilim, comme dans le film de Verneuil, où on mettait toutes les affaires. Bon, ils n'avaient pas grand-chose, hein, un baluchon, et puis voilà. Et il est arrivé avec son bébé, voilà, qui avait 3 mois, qui était né à l'hôpital arménien d'Istanbul. Il y avait un hôpital arménien à Istanbul, tenu par des religieuses. Alors mon père est arrivé avec son cousin en France pour un contrat à la Bédoule. Les cercueils ouverts, tout le monde. Contrat casser des pierres à la Bédoule. Ils sont arrivés en costume clair, canotier et chaussures légères. Sur le chantier de la Bédoule. Tout le monde s'est foutu d'eux. Et il y avait, paraît-il, un ouvrier arménien qui se trouvait par là. Il les a appelés, il les a pris à l'écart. Il leur a dit, écoutez, mais on va vous faire donner de l'argent un peu. Vous allez vous acheter des tenues de travail comme tout le monde. Des grosses chaussures et des bleus. Donc, ils sont venus en France. Mais eux, ils sont venus en France. Quand ils sont venus en France, ils sont venus avec des tapis. Ils sont venus avec de l'argent. Enfin, ils avaient les kémers, c'est-à-dire la ceinture avec des pièces d'or. Et eux, quand ils sont venus, ils avaient un peu de moyens. Attendez, c'était pas fabuleux, mais ils avaient un peu de moyens. Et la première location qu'ils ont pris en région parisienne, ils l'ont payée avec un tapis. Alors, la famille de mon grand-père, c'est encore autre chose. Il est arrivé, vous verrez quelque part, il est parti, c'est marqué dessus, il est parti avec des fonds. Ça veut dire qu'il avait de l'argent, il avait beaucoup d'argent. Certains ont vécu quelques mois en Bulgarie, en Syrie, au Liban. Ainsi, en 1926, à la Seine, 3 personnes seulement ont la nationalité arménienne. Les autres sont déclarés turcs, ou même quelquefois simplement asiatiques. De ceux qui partaient, ils disaient on va en Angleterre. En Bulgarie. Ah. Ils allaient en Bulgarie, en Roumanie ou en Grèce. Et nous, mes parents, ils se sont orientés en Bulgarie. Pourquoi en Bulgarie? Parce que c'était un pays chrétien aussi. Dans tous les cas, l'arrivée en France est une épreuve. Marseille n'est pas prête à faire face à cette arrivée massive. Beaucoup vont pendant plusieurs mois mener une vie difficile dans des camps comme le camp Odo. Ils ne sont pas toujours bien accueillis, d'où la volonté de rester groupés et de former à Marseille des quartiers arméniens. Ma femme et moi, nous habitions la Capucelle. C'est un quartier arménien. Et pourquoi nous étions, nous les Arméniens, dans un quartier arménien? Enfin, c'est parce qu'on était exclus. On était rejetés. Et si bien que le rejet de l'individu l'oblige à se recroqueviller dans sa communauté. C'est pas propre aux Arméniens, c'est toutes les communautés. Et malheureusement, j'ai quelque chose à dire que beaucoup d'enfants de travailleurs immigrés ont le même sentiment. Moi, j'étais le fils d'un travailleur qui était venu manger le pain des Français. Voilà. Et c'était un rejet total. Alors, j'étais doublement exclu. Exclu en tant qu'ethniquement, j'appartenais à
à une autre ethnie qui n'était pas l'ethnie française, mais j'étais aussi exclu socialement. Et ça marque un enfant. C'est surtout à partir des années 30, au moment de la crise économique, que cette expression de rejet se fera sentir. Elle touchera tous les étrangers dans le contexte xénophobe de l'époque. Les Français disaient à l'époque, enfin certains Français, pas tous exagérons, hein, oui, il faut donner le travail aux Français. Alors dans les usines, il fallait qu'il y ait un Arménien un étranger pour 10 Français. Eh ben mon père, ma mère, c'était le chômage. Ça a été dur, ça, on a passé un moment dur. Hein. Moi, j'ai été très bien intégrée, très vite. J'allais à l'école maternelle au boulevard Baye, vous voyez, que dans le 5e arrondissement. École primaire, école de filles de la rue Sainte-Cécile. J'ai jamais eu de problème. On m'a jamais traité de sale arménien. Par contre, j'avais des voisins, d'un ami d'enfance, Roger Kayadjian. Lui, un jour, on lui a dit arménien pourri, sans pays, sans patrie. Alors sa mère, elle s'appelait Vartoui, ça veut dire rose, Vartoui. Et elle est allée voir. Écoutez, je me rappelle comme hier parce que le nom de l'instituteur c'était Monsieur Bart. Et ça s'était pas passé en classe, hein, ça s'était passé ou dans la cour ou dehors, hein, quand on lui avait dit ça à mon Roger. Là. Il s'appelait Roger, c'est Kayadjian. Son père c'était le coiffeur de Boulevard Bagne, coiffeur pour hommes. Donc, elle va voir Monsieur Bart. Elle lui dit, voilà, je suis la maman de Roger. Je viens vous voir, monsieur, parce qu'on a traité mon fils d'arménien pourri, sans pays, sans patrie. Alors, je viens faire un cours d'histoire aux élèves. Je viens dire qui sont les Arméniens. Ils ne sont ni pourris, ni sans pays, sans patrie. Je sais pourquoi, je vais vous l'expliquer. Beaucoup se fixent à Marseille, mais la fermeture du camp Odo va entraîner des départs vers d'autres villes, là où on peut trouver du travail. Certains vont remonter la vallée du Rhône, d'autres vont partir vers la région parisienne, d'autres vers la Ciotat, Gardanne ou encore la Seine-sur-Mer. À la Seine, les 135 personnes sont réparties en 58 foyers. À cause du génocide, les familles sont morcelées, déséquilibrées. On dénombre en 1926 67 hommes, 34 femmes, 34 enfants. Les jeunes dominent, 24 sont des célibataires. Parmi eux, Missak Manouchian. Que lorsque Manouchian a été arrêté, il a été interrogé par la police, et à cette occasion, Manouchian a dit qu'il était arrivé en 1924, qu'il était venu travailler au chantier de la Seine pendant près d'une année. Mais il y avait beaucoup de jeunes qui avaient échappé au service militaire turc et qui étaient esselés. Ils vivaient ensemble, en communauté. Il y en a un parmi eux qui ne travaillait pas, il faisait la cuisine. Les autres, ils étaient tous au chantier. La plus grande majorité des hommes travaillent aux forges et chantiers. Ils sont perceurs, manœuvres, journaliers, ajusteurs, tourneurs, riveurs. Ils acceptent tous les travaux, même ceux qui ne correspondent pas à ce qu'ils sont. Pour les femmes, nous n'avons relevé que 2 mentions de métier. Une est culottière, l'autre institutrice. Certaines femmes, pourtant, ont travaillé en arrivant en France. Et très vite, ma grand-mère a voulu travailler. Alors ça, c'était révolutionnaire pour une femme arménienne. Hein. Mais elle avait son caractère, hein. Elle était unique. Hein. Et très vite, alors je disais, mais comment tu faisais? Mais elle disait qu'il y avait des crèches tenues par des religieuses à Marseille. Enfin, ça commençait, les crèches, donc il y avait des crèches. Il y avait la maternelle aussi. Donc, quand ses enfants étaient à l'école, à la maternelle ou en crèche, eh bien, elle travaillait. Alors, elle faisait des ménages. Elle a fait bonne aussi. Elle faisait des bonnes pour des gens fortunés. Elle a travaillé chez des Grecs fortunés, chez des Juifs fortunés. Elle me disait qu'elle avait travaillé chez un Grec qui était grossiste en fruits et légumes. Et donc, ça l'arrangeait bien parce qu'il lui faisait cadeau de fruits et légumes. Et voilà. Et elle ne s'est jamais plainte d'être pauvre. Elle disait, on n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres puisqu'on mangeait à notre faim. Pour elle, c'était l'essentiel. Les Arméniens qui travaillent aux forges et chantiers sont logés dans les maisons que l'entreprise met à la disposition des ouvriers au quartier des Mouilles-Secs. Une dizaine de familles vivent là, parmi elles les Garabétians et les Simonians. Dans le recensement de 1931, ces maisons apparaissent sous le nom de baraquement des forges et chantiers.
Les autres familles habitent aussi près des chantiers dans le centre-ville. 2 familles vivent aux Sablettes. On est allé habiter, vous savez, c'est la place de la Lune, il y avait des baraquements en bois. Et là, on logeait les gens comme nous, le petit peuple, quoi. Le nombre de foyers d'origine arménienne va diminuer entre 1926 et 1936. La ville n'a donc pas retenu cette immigration. Pendant la crise économique, on licencie en priorité les étrangers. Et surtout, la nature du travail proposé aux forges et chantiers ne correspond pas au savoir-faire et à l'état d'esprit des Arméniens. Nombreux sont les accidents. Ils sont souvent très graves. L'accident survenu à bord du paquebot Elbiar le 12 août 1927 est significatif. Ce jour-là, c'est un jeune père de famille arménien, embauché depuis 1 mois, qui en est victime, Hatchadour Nigogossian. Il a 33 ans, marié, père de 2 enfants. Il est arrivé en France, survivant du génocide, en octobre 1926. Mon père, je le connais que très peu par ma mère qui me disait que c'était un homme très instruit, qui parlait 3-4 langues. Il parlait le russe, il parlait le français. Alors, mon père, il est embauché au mois d'avril. Je vais vous donner la date exacte parce que je l'ai noté. Je l'ai demandé à ma soeur. Donc, nous sommes arrivés en France, j'avais 3 ans et demi, en 1926, en octobre. Octobre 1926. Et en 1927, mon père se fait embaucher au chantier de La Seyne-sur-Mer. Et malheureusement, 15 jours après, il tombe, parce que les services de sécurité ne devaient pas y en avoir, il travaille sur un bateau, il est embauché comme perceur. C'est pas du tout... Non, riveur. Non, c'est mon beau-père qui est riveur, Robert. Il était perceur, il tombe, il n'y a pas de rambarde, vous savez, sur les bateaux, il est à 7 mètres haut. Il tombe, 2 jours après, il meurt. J'ai le souvenir d'avoir lu le compte rendu médical concernant l'accident de mon grand-père, sur lequel il était précisé que les actes médicaux étaient dépendants en fait, du revenu du grand-père. Et dans la mesure où ceci était faible, il ne pouvait pas intervenir en fait, comme ils auraient dû le faire. Quoi. Il est tombé d'un échafaudage. Et une fois, il avait bougé, mon père, il l'avait rattrapé. Mais une deuxième fois, il est tombé, et il s'est écrasé, et ils étaient loin. J'avais 3 ans quand mon père a déménagé d'ici. Voilà, alors il a écrit à un copain qui était à Vienne, il lui a dit ici c'est bien, mais on gagne bien, mais c'est trop dangereux. L'autre il a dit viens, ici c'est un pays textile, il n'y a pas des problèmes comme ça, mais il y avait des problèmes d'acide. Après la guerre, certains reviennent. Les Arméniens représentent alors 127 personnes à la Seyne, mais les activités professionnelles vont changer. En 1946, sur environ 70 hommes, une vingtaine seulement travaillent au chantier. 20 ans ont passé, et entre la première et la deuxième génération, on constate un élargissement de l'éventail professionnel. Ils sont photographes, cordonniers, tailleurs, coiffeurs. L'éducation, les valeurs transmises par les parents, reposent sur l'idée du travail, qui permet l'intégration sociale. Tous utilisent la même image. Nos parents nous disaient, apprenez un métier, ça vous servira de bijoux que vous placerez sur votre poignet. Parce que si vous avez faim, vous le levez, vous le vendez, vous aurez de quoi manger. C'est-à-dire que pour eux, avoir un métier, c'était tout. On préparait les certificats d'études, parce qu'après, je suis allé dans une école pratique. Une école pratique pour apprendre un métier. Parce que mes parents disaient toujours, il faut que tu apprennes un métier. Quel que soit le métier, c'est une richesse, c'est de l'or. Même si tu ne t'en sers pas maintenant, on ne sait jamais un jour plus tard tu pourrais en avoir besoin. Il faut dire aussi qu'il y avait une volonté, comme je vous ai dit, de tourner la page. Eux, ils étaient là, c'est pour assurer le gagne-pain de tous les jours. Et pour les petits-enfants que nous étions,
c'est de soutenir nos efforts en matière d'instruction, d'école et tout ça, et qu'on puisse aller au plus loin et qu'on ne soit pas comme nous. Voilà. L'historien Émile Témine note que l'idée de progrès chez les Arméniens, c'est d'abord l'indépendance donnée par la profession. D'où l'élan créateur du petit artisan, le désir de se mettre à son compte. On reprend donc les activités d'autrefois, et en particulier le travail du cuir. Beaucoup sont cordonniers, c'est le cas de plusieurs Arméniens de la Seine. Alors il est monté à Paris, donc il a quitté Draguignan l'armée, enfin les ateliers de l'armée, et il s'est retrouvé à faire des chaussures pour les danseuses des Folies Bergères, de Moulin Rouge, nanana, et j'ai encore les talons. C'est pas du tout les mêmes choses, hein. C'est fou les destins. Regardez. Oh mon Dieu. Les talons des danseuses. Et j'en ai sur les chaussures de ma mère. Donc mon père, après avoir fait encore plusieurs métiers, ensuite est allé donc chez un copain de son village qui avait ouvert un magasin de chaussures, de cordonnerie. Et il lui a dit, écoute, au lieu d'aller travailler chez les autres et de faire des petits boulots, hein, parce qu'en fait c'était des petits boulots, il dit, ce qui serait bien, c'est que tu viennes avec moi, je te montre pendant 6 mois le travail, ensuite tu achètes un magasin, et puis tu te mets à ton compte, et puis tu travailles. Vous, qu'est-ce que vous aviez comme métier? Ah, j'étais cordonnier. Oui, mais là... Il est venu en 1944, et moi j'avais appris le métier de bottier, vous savez. Alors, bottier, là-bas, il y avait l'usine Pellet, tout le monde faisait les chaussures là-bas. Alors moi, j'ai compris que là, je ne pouvais pas faire mes affaires. Et je suis venu là, j'ai vu l'ambiance, tout ça, où j'ai dit à mon père, écoute, il faut que je prenne un magasin ici. Et une petite boutique, et là, je dois tirer d'affaires. Alors, mon père m'a dit, comme tu veux, il avait confiance en moi, parce que pendant la guerre, c'est moi qui nourrissais la famille, c'est eux qui gagnaient l'argent, mais c'est moi, je troquais avec des chaussures que je faisais, vous savez. Alors les paysans, ils étaient contents, moi aussi j'étais content. Alors il avait confiance, j'avais 21 ans. J'avais 21 ans et un jour, quand j'ai ouvert mon magasin, sur le Colu Blanc... La première et la deuxième génération étaient dans la volonté d'intégration. L'Arménien a été citoyen avant d'être français. À la Seine, c'est en 1934 que l'on commence à voir les premières naturalisations. Mais c'est après 1947 qu'elles seront les plus nombreuses. Et à la Libération, c'est un secrétaire d'État qui s'appelait Marcel Paul. Mon père travaillait à l'usine à gaz. Et Marcel Paul a fait voter une loi, ou un décret, à l'époque c'était un décret, où tous les travailleurs d'origine immigrée avaient les mêmes droits que les travailleurs français. Et en rendant sa dignité à mon père, on m'a donné une identité que je n'avais pas jusqu'alors. Ce que j'ai voulu, en quelque sorte, c'est que cet attachement à la nation française, pour moi, c'est quelque chose d'important. La laïcité, c'est quelque chose d'important. J'ai horreur du communautarisme. Alors évidemment, on est imprégné, là, quand on a vécu avec ses grands-parents, qu'on a vécu tout ça, on est quand même imprégné de la culture, hein, de la culture, et puis on se sent... Enfin, moi je me sens français à 100%, mais j'ai une fibre arménienne dans tout ça. L'école laïque a été pour les enfants un facteur d'intégration. Les associations arméniennes ont aussi joué un rôle. Il y a la JAFAM après, les jeunesses arméniennes de France. Après la guerre, c'était une organisation très, très progressiste. Et ils poussaient les Arméniens, ils faisaient du théâtre, ils jouaient des pièces de théâtre, ils la reprenaient à chanter. Et le jour où notre maître, qui était quelqu'un d'extraordinaire, on l'appelait le père couturier il s'appelait. Le père Couture qui nous retenait le soir pour nous faire préparer le certificat d'études, les dictées. Il était enthousiasmé et il me faisait honte aux Français en leur disant « Mais vous n'avez pas honte, les Arméniens ils font moins de fautes d'orthographe que vous. » J'ai gardé un souvenir de mon instituteur. C'est un ange ce type-là. Maintenant, plus je vieillis, plus je dis, t'as été un vénard de tomber sur un instituteur comme ça. Il s'appelait Monsieur Fers. Hein. Et lui, il a compris ce que c'était la culture. Alors il nous la transmettait. Et mon père, ma mère, ils savaient ni les français, rien du tout. Alors il a compris qu'on n'était pas bêtes. Alors il nous prenait une demi-heure avant le matin, une demi-heure après le soir.
il nous faisait faire des dictées, il nous faisait... ben là, on a Écoutez, été, on était les premiers du canton certifiés d'études, on a réussi à être. Hein? Il faut le faire, hein? Pendant la guerre, l'engagement dans la résistance a montré l'attachement aux valeurs de la République. En 1940, nous avons été naturalisés. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à être français. Parce que, auparavant, bien qu'arménien apatride, mon père, non seulement il a fait la guerre, il a participé dans l'armée française, il était en Alsace, mais en plus de cela, il s'est engagé dans la résistance. Et lorsque moi-même, j'avais 16 ans, j'ai commencé moi aussi à militer dans la résistance à ses côtés. Le chef de réseau m'avait demandé, lorsque en mars 1944, les affiches rouges étaient placardées sur les murs de la ville de Vienne, il m'avait demandé de lacérer, d'arracher les affiches qui venaient d'être collées. Et alors que j'ai vu dans le témoignage, et en particulier dans le poème d'Aragon, j'ai vu un témoignage à la télévision, justement, qui montrait qu'une femme avait, elle, au lieu de lacérer, d'arracher les affiches, elle avait mis « Mort pour la France ». Premier bateau qui quitte Marseille le 6 septembre 1947 emmène 3000 personnes. Une deuxième vague de départ vers l'Arménie soviétique aura lieu en décembre 1947. Ils trouveront là-bas des conditions de vie si difficiles que beaucoup chercheront à revenir en France. Mais le premier retour ne se fera que 10 ans plus tard. En 1947, il y a eu ce qu'on appelle une carte. Des Arméniens sont partis en Arménie, appelés par l'Arménie pour repeupler, pour fortifier l'Arménie. Et il y avait une demande de la part des Arméniens très importante, et il y en a qui sont partis. Mon oncle de Marseille, lui, il écoutait la radio Moscou, il écoutait, et certainement, il écoutait d'autres personnes, parce que on lui avait dit, voilà, il faut que tu ailles retourner en Arménie. C'était l'époque où Staline, il avait autorisé les Arméniens à retourner en Arménie. Alors il disait, voilà, vous allez monter des coopératives artisanales là-bas, et vous allez être indépendants, tout ça. Et mon oncle, il a dit, moi, il ne parlait pas le français pratiquement, mon oncle. Il était dans un milieu arménien. Et il disait, moi, ici, il nous faut des papiers, tout ça, j'aime pas trop ça. Vous savez, quand vous alliez à la préfecture, même vous êtes arménien, vous avez été très mal reçus, hein, les étrangers, c'était très mal reçus. Il dit, moi, je veux retourner au pays. Alors, il avait une entreprise artisanale. Les chaussures, pratiquement, il avait toutes les machines pour monter les chaussures et tout. Il avait commencé avec rien. Et il a dit, j'emporte toutes les machines là-bas. Alors nous, le beau-père, il disait, là-bas, on va tout prendre, tout ça, ça fait rien, c'est pour le pays. Alors, moi-même, j'avais commencé à faire les bracelets. Il m'avait dit, fais-moi des bracelets montres, là. Je les porte au pays. Ben, je lui ai fait des bracelets, je lui ai donné. Et ils se sont embarqués là-bas sur le bateau Rossia, qui est parti de Marseille. Donc, en 1946, quand le gouvernement russe et arménien ont fait appel à la diaspora, je vous avais dit que mon grand-père, lui, voulait rentrer en Arménie, voulait partir. Il avait l'idée de participer à la construction de ce pays neuf, voilà, hein, il voulait partir, il avait fait toutes les formalités, il avait tout fait. Ma grand-mère n'a rien voulu savoir. Au dernier moment, il a supplié, est-ce qu'on y va, elle n'a rien voulu savoir. Elle avait, je suppose, qu'elle avait une liberté qu'elle a découverte en France, et elle s'est dit, je vais retourner là-bas, on m'a mariée de force, et elle n'a rien voulu savoir. Elle a dit, non, maintenant je me suis bien intégrée à ce pays, je vis bien, on a tout ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on va aller tout recommencer, partir à zéro. Parce que c'était ça, hein. Partir, et tous les Arméniens français qui sont partis, ils ont beaucoup souffert. En exil, la diaspora arménienne va entretenir la mémoire, même si, pour les survivants, parler du génocide n'était pas facile. On ne parlait jamais du massacre. Les seuls événements que l'on rapportait à l'occasion des massacres, c'était pour dire
un tel est né 2 ans après, ou 2 ans avant, ou 4 ans après. La date du massacre, 1915, c'était une date charnière. Mais mon père n'a jamais voulu parler du passé. C'était, je ne sais pas pourquoi, et puis on s'est aperçu que c'est la marque de toutes les victimes. Mon père n'a jamais parlé aussi de... On aurait dit qu'il y avait un mur de silence. Moi, personnellement, je n'ai jamais exactement su ce qu'était vraiment le génocide, parce que ma mère, elle ne parlait pas du génocide. Si vous voulez, nous, on a été élevés encore étant gamins avec la peur du gendarme. Nous, nos grands-parents, nos parents, ils avaient peur du gendarme en Turquie. Ils nous ont donné cette culture de peur du gendarme. On ne parlait plus du génocide, on parlait plus. C'était des moments très difficiles, parce que moi j'ai vu mes grands-parents pleurer à certains au début, parce que chacun a perdu des gens proches. Mon grand-père, qui était un homme gentil, machin, quand on abordait ces problèmes-là, il pleurait. Mais c'est dur de voir son grand-père pleurer, hein, je peux vous dire. Et puis c'est comme ça que j'ai su l'histoire. Sinon, petit à petit, même ma mère, elle me racontait comment ils ont fait. Mais alors, elle pleurait chaque fois. Il en parlait moins que ma grand-mère, parce que lui, ma grand-mère, pendant le génocide, elle avait 8 ans. Lui, c'était déjà un adolescent, il devait avoir 14 ou 15 ans. Il a été terriblement marqué, il a vu des horreurs, et il ne pouvait pas en parler. Dès qu'il parlait, il pleurait. C'était un vieillard, il est mort quand même, il avait 84 ans, hein, mais il ne pouvait pas. Il commençait, et puis il commençait à pleurer, c'était... J'ai posé beaucoup de questions et j'en connaissais par morceaux, si vous voulez. Hein. C'est pour ça que j'arrive pas à construire, parce que je connais un petit peu de tout. Et mon père m'a raconté l'histoire des biens, voyez, et comment son père, on lui avait montré l'endroit où on lui avait coupé la tête, tout ça. Et... C'est plutôt les grands-mères. Les femmes, oui. Mais c'était les femmes qui avaient en charge l'éducation des enfants. Aussi. C'est les femmes qui s'occupaient des gamins. Donc, par contre, il y avait une certaine pudeur de la part des mères qui n'osaient pas en parler. Et c'est vrai que c'était plus facile, parce que peut-être que les rapports grand-mère, petits-enfants est plus libéré et plus simple. Fait, je crois, c'est vrai que c'est elles qui ont transmis. Alors moi, ma grand-mère, elle m'a toujours raconté, mais je suis incapable de dire quand est-ce que ça a commencé. Mais c'était une référence... ça revenait parce que je l'ai interrogé aussi. Je lui ai dit d'où tu viens, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es là. Et elle m'a raconté avec force détail. En dehors de cette mémoire du génocide, les Arméniens vont aussi transmettre la langue, l'écriture et la religion. En langue maternelle, si je puis dire, j'ai appris le turc et l'arménien d'abord. J'ai appris le français qu'après, quand j'avais 6 ans. Quand j'ai commencé à aller à l'école. Non, mais moi j'ai eu la chance d'être venu d'habiter où il y avait beaucoup d'Arméniens concentrés. Et il y avait des gars qui se sont dévoués pour apprendre à tous les gosses, à moi en particulier aussi, écrire et parler l'arménien. Voilà. Et c'est là qu'on a appris. Ils parlaient arménien, mes parents ils parlaient pas bien français. C'est comme ça que nous on a appris l'arménien. Mais nos enfants, moi je regrette, on n'aura pas appris l'arménien, pourtant on est tous les deux des Arméniens. Alors lorsque mes petites filles... un jour, sont venus un peu avant Noël et m'ont dit « Papy, qu'est-ce que tu voudrais pour la Noël ?» Je dis « Écoute, un dictionnaire arménien-français. » Et puis l'Église aussi a joué un rôle très important dans le fait qu'elle a été à l'origine de la création de l'alphabet arménien, par exemple. Hein. Ça aussi, ça a été une des caractéristiques du particularisme arménien qui a fait que à partir de là, la Bible et les évangiles étaient lus en arménien dans les églises. C'est pour ça que la chrétienté, chez nous, ça a forgé une identité nationale. C'est d'ailleurs même les athées arméniens, ceux qui étaient athées, enfin, ils participaient à la construction de l'église, parce qu'ils se disaient c'est un lieu de culture. Ils transmettent aussi des valeurs fortes. Travail, dignité, respect, tolérance. C'est d'autant plus facile que jusqu'à la 2e génération, on se marie entre Arméniens. Pour moi, ma grand-mère, c'est vrai que c'était très important, parce qu'elle était à la fois ce qui me liait avec
l'histoire de cette famille-là, que j'ai jamais connue, à part elle, quoi. Donc c'était avec le passé, avec mes origines, avec cette parcelle de racines qu'elle représentait. Et en même temps, pour moi, c'était aussi l'avenir parce qu'elle était très tolérante. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais entendue, comment dire, elle n'a jamais eu, en me parlant, d'esprit de revanche. C'était pas comme ça. Jamais, jamais, jamais. Et elle disait d'ailleurs, les Turcs aujourd'hui, ils m'ont rien fait. Mais qu'est-ce qu'elle t'a transmis d'autre? La tolérance. La tolérance. Le respect des autres, de la culture des autres. Mais essentiellement ça. L'amour de la famille, bien entendu. Les enfants, alors ça. Et puis elle s'étonnait elle-même. Alors ce qu'elle m'a transmis aussi, en plus de la tolérance, c'est, on va dire peut-être, je ne sais pas comment dire, mais l'émerveillement par rapport à la vie, quoi. Parce qu'elle considérait qu'elle était miraculée. Pour de bon, hein. Je ne sais pas, papa si vous la racontez, mais moi elle me disait, mais j'en reviens pas, parce que j'ai eu le choléra, puis bon, ils sont tous morts, moi non. Comment j'ai fait pour être là? Et à 90 ans, je suis encore là. Et ça, c'est bon. Un gamin qui entend ça de sa grand-mère, ça le rend plus fort, je pense. A pris une autre épouse arménienne. Il fallait qu'elle soit arménienne, parce qu'ils avaient toujours, les Arméniens avaient toujours ce sentiment qu'il ne fallait pas disparaître, qu'il fallait que leur nation continue. Alors ils se mariaient entre eux, hein, et même ils cherchaient même quelqu'un du même village, de la même région, vous voyez. L'histoire du peuple arménien a-t-elle été racontée aux enfants? J'ai appris l'histoire quand j'étais jeune. Vartan, je vous l'ai dit la dernière fois, Hayemies, Kach Vartanin Tornemies, c'est quelque chose qui s'est perpétué depuis très très longtemps d'ailleurs, et même maintenant, Vartan Berberian m'a dit que son fils, il avait eu exactement, de la part de sa grand-mère, à réciter les mêmes paroles, d'une génération donc postérieure à moi. Ce n'est que plus tard que j'ai lu donc l'histoire de l'Arménie dans son entier, et j'ai appris ce qu'avait fait Vartan Mamikonian en 451, la bataille mémorable dans laquelle il a perdu la vie, au cours de laquelle il a perdu la vie. Mais c'est vrai que ces histoires sont assez difficiles, d'une part, à acquérir dans un contexte familial où le premier soin des parents, qui étaient les miens en particulier, et l'ensemble des parents, c'était cela, c'est l'apprentissage qui était fait à l'école française. À travers la cuisine, mais aussi les menus travaux du quotidien, ce sont les souvenirs heureux de la vie d'avant qui sont évoqués. En Anatolie de l'Est, il fait très froid l'hiver. L'hiver, il doit faire, si vous avez vu le film Yol, oui, il fait moins 20, moins 30, hein, c'est des tempêtes de neige, il y a 2 mètres de neige dehors et les gens ne travaillent pas, ils restent calfeutrés à la maison. Donc on fait des provisions de jambon sec, de jambon fumé, de tout ça, de boulroul qui sert de provision, qui se conserve bien pour l'hiver. Et l'hiver, on fait des travaux à la maison. Notamment, on faisait des grosses couettes en laine. Nous, on appelle couette. Elle appelait ça yorgan, mais je ne sais pas si c'est de l'arménien ou du turc, vous voyez. Je connais le nom, mais je ne sais pas. Le yorgan, c'était la couette traditionnelle arménienne, ou turque aussi, puisque les Turcs avaient les mêmes habitudes. Et donc, c'était une couette en laine qu'on faisait à la maison, et c'était un travail de titan. Même ma femme qui est française, j'allais dire d'origine française, mais qui est française, elle fait un peu de cuisine. Ma mère lui a montré un certain nombre de cuisines, donc ça reste ancré. Ouais. Par exemple là, je vais faire avec des amis français. Enfin, je suis français, mais des amis français. On va faire des Noëls arméniens. Et donc là, on fera que de la cuisine arménienne. Bon, adapté à notre sauce, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes ingrédients, on n'a pas toujours les mêmes matériaux, mais bon, mais fondamentalement, ça sera de la cuisine que des Français ne font pas régulièrement, quoi. Ils vont manger des choses qui sont un peu particulières. Voilà. Non, il faut garder ça, c'est important. C'est important. Ma grand-mère cuisinait tout. Eh ben, elle cuisinait, elle savait très bien cuisiner.
Elle faisait les feuilles de vigne très très bien. Elle faisait les farcis de légumes qu'on appelle les dolmas. Elle faisait les boulettes, des boulettes de viande. Alors, bon, il y a les boulettes simples, les keftés. Elle faisait des boulettes avec du blé concassé, du boulgour et de la viande à l'intérieur. Mais le vrai beleg, il faut faire des feuilles soi-même. Il faut en faire plusieurs épaisseurs. Enfin bon, c'est très long. C'est très long. Il faut un grand plat rond que j'ai, là, j'en ai un assez haut, parce qu'il y a normalement, je crois qu'il y a 7 épaisseurs de feuilles. Alors on juge, paraît-il, une bonne cuisinière à l'épaisseur du feuilleté. De chaque tranche. Voilà. Et donc j'étais dans cette ambiance de cuisine arménienne, de voisine arménienne. Alors c'est toujours très convivial parce que si la voisine a préparé un plat, elle amène, enfin bon, bref. Voilà, ça discutait. Alors ma grand-mère, elle adorait parler, elle pouvait parler des heures et des heures. Sa maison était toujours grande ouverte aux voisines, à tout le monde. On buvait le café turc, elle ne faisait que du café turc. Et après, elle nous lisait dans le mar de café. Elle nous lisait l'avenir dans le mar de café. La culture que m'a laissée ma grand-mère, arménienne, c'est la cuisine. C'est vrai. Et oui, non, on est bien d'accord. Mais bon, la culture ne se réduit pas non plus à la cuisine. Je pense ce manque d'homme parce que... C'est seulement dans les années 70 que va apparaître la notion d'arménité, souvent avec la 3e génération. Pendant 10 années, ce sentiment d'avoir des origines particulières ne s'est pas manifesté chez nos enfants. Mais j'ai mon fils qui a, sans que j'ai eu à lui parler des Arméniens ou de l'Arménie, il se sent arménien. En tout cas, il a quelque chose en lui qui rapproche beaucoup des Arméniens. Le problème, c'est que nous, notre génération, elle s'est retirée de tout ça. Et la jeune génération, donc celle aujourd'hui qui a une trentaine d'années, disons, et moins, eh ben, ils sont beaucoup plus virulents, beaucoup plus arméniens que nous l'étions nous. Hein. Beaucoup plus. Ça, c'est les sources. Ouais, c'est les sources qui font que chacun a besoin de retrouver ses racines. Le lien avec l'Arménie actuelle, mais aussi avec l'Anatolie, reste très fort. Aussi, presque tous nos témoins ont entrepris des voyages touristiques ou professionnels. Alors moi, mon rêve, c'est d'y aller, mais je ne veux pas y aller seule, j'ai très peur d'y aller, je ne parle pas le turc, il faut absolument que je trouve un guide turc. Quand je suis allé en Arménie, c'était l'émotion, ça c'est sûr, parce que on mettait un pied sur la terre arménienne. Mais ce n'est pas la terre de mes ancêtres, parce que la terre de mes ancêtres, c'est la Turquie. Mais dans ma tête, je m'étais toujours dit, si un jour je peux aider l'Arménie, mais alors attendez, quand je disais ça, je ne pensais pas du tout que l'Arménie deviendra indépendante et tout ça, c'était plutôt un rêve, quoi. Et le jour où je pourrais aider l'Arménie et les Arméniens directement, mais pas ceux de la diaspora, ceux de là-bas, eh ben je ferai quelque chose. Et quand les frontières se sont ouvertes, quand il y a eu le tremblement de terre, enfin c'est le tremblement de terre plus l'indépendance, et moi dès 91, j'y suis allé, mais pas avant. Parce qu'avant, c'était pas possible, c'était compliqué, tout ça. Et je suis allé. Et à partir de 91, j'y suis allé au départ au rythme de 5-6 fois par an. Ouais, parce que pour voir ce qu'on pouvait faire. Et moi, mon métier, c'est expert comptable. Donc, on a créé, avec l'aide de mes associés, je ne suis pas tout seul, mais avec l'aide de mes associés, on a créé un bureau d'audit là-bas. Et c'est le premier bureau d'audit de l'Arménie, qui s'appelle Amio Grant Thornton. Et ce cabinet d'audit, aujourd'hui, il emploie régulièrement 70 personnes. Tous les gens qui vont en Arménie reviennent enthousiasmés, parce que d'abord c'est un peuple accueillant, gentil. Ils n'ont pas un rond, mais quand vous allez, ils vous offrent, ils demandent, il faut aller manger, sinon ils sont vexés. Et puis ils vous sortent tout ce qu'ils ont, et puis après, pendant je ne sais pas combien de temps, ils vont tirer le diable par la queue. Écoutez, moi je suis très fier de l'Arménie, de la République d'Arménie, et je ferai tout pour que la République d'Arménie réussisse. C'est clair. Ça, y a pas... Parce que si l'Arménité doit subsister, c'est là le creuset, c'est là où ça subsistera. Une époque n'a pas chassé l'autre. Elle se contente de superposer leurs strates, et personne ne tient à tourner complètement le dos à ses racines. Jean Kéaillan. C'était difficile, vous savez.
c'est très difficile pour pour les Arméniens, et c'est très difficile à raconter. La façon dont ils ont pu vivre dans un milieu qui leur apparaissait hostile, et pour eux, alors que eux n'avaient qu'un souci, c'était de s'intégrer. Oui, oui. Ce souci-là était vraiment quelque chose de prégnant, quelque chose de présent dans tout ce qu'ils faisaient. Il y a aussi cette histoire marquante, cette espèce de, enfin pas cette espèce, ce drame profond qui constitue le génocide. Je pense que le jour où il va être reconnu, en même temps je souhaite qu'il soit reconnu, et en même temps j'ai des craintes. C'est marrant parce que je me dis, il y en a beaucoup, peut-être beaucoup d'Arméniens, une fois qu'on aura reconnu le génocide, ils n'en parleront plus. Plus du tout. Parce qu'il leur reste pas grand-chose. Parce que l'attache avec cette origine-là, elle est... c'est un fil très, très mince. Et peut-être que ce fil-là, ce n'est que le lien à cette histoire dramatique. Peut-être, je ne sais pas. Hein. Et je veux dire, une fois que ça va être reconnu, peut-être que ça sera terminé. Donc on ne peut pas être de deux cultures à la fois, moi je ne le crois pas. On peut garder des choses, mais on est profondément ancré à un moment donné dans la culture du pays qui nous a acceptés, quoi. Mais il ne faut pas oublier. Si